Allez, bonsoir à toutes et à tous. On enchaîne sur notre nouvelle table ronde consacrée aux objectifs de développement durable pour 2030. Sida, tuberculose, paludisme. En 2020, les programmes du Fonds mondial visant à éliminer les 3 grandes pandémies à horizon 2030 ont permis de sauver 59 millions de vies. Mais aujourd'hui, face à un mode où les crises se multiplient, les organisations multilatérales font face à un nouveau défi majeur, celui du financement. C'est bien évidemment le nerf de la guerre. Alors, un monde protégé des grandes pandémies est-il possible ? Quel chemin a été parcouru depuis 20 ans et l'édiction des objectifs du millénaire depuis devenus les objectifs de développement durable ? Et quel chemin reste-t-il à parcourir pour lever les différents obstacles et espérer atteindre ces objectifs d'ici 2030 ? J'ai 3 invités de marque ce soir pour répondre à toutes ces questions. J'ai le plaisir d'accueillir Peter Sands. Peter, vous êtes le directeur exécutif du Fonds mondial. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Nora Berra, bonsoir. Vous êtes docteur en médecine, vous avez été secrétaire d'État chargé de la santé de 2010 à 2012. Bienvenue. Et enfin, le docteur Francine Ntoumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et présidente également du Conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement ici en France. Bienvenue à tous. Je vais me tourner vers vous. Tout d'abord, Peter Sands, pour la première question. Le Fonds mondial vient de publier son rapport d'activité annuel, mais il est aussi revenu sur les 20 dernières années. Pour dresser le bilan, expliquez-nous d'abord quel chemin a été parcouru, où est-ce qu'on en est dans cette épopée, cette quête, cette odyssée, appelez-la comme vous le voulez, vers une couverture santé universelle. Tout d'abord, il me semble que le Fonds mondial est la preuve, la démonstration que quand le monde se rassemble pour faire face à ce qui peut apparaître comme un problème insoluble au début des années 2000, il faut se souvenir que le VIH, le sida est en train d'exploser et tuer des millions de personnes. Mais quand le monde se met ensemble pour faire face à tous les problèmes, cela peut être fait, peut être accompli. Et ce qu'on a vu dans les 20 ans depuis la fondation du Fonds mondial, il y a eu on a divisé par 2 la maladie sur les décès sur la malaria et sur le VIH. Et 50 millions de vies ont été ainsi sauvées. Et ce n'est pas simplement le nombre de vies sauvées. Est-ce que je peux vous donner un exemple rapide pour illustrer? Au Malawi, en 2000, l'expectation de vie était 46 ans, l'espérance de vie. En 2019, c'est 65, l'espérance de vie est passée jusqu'à 65 ans. Incroyable. En 19 ans. Donc ça change la nature d'une société tout entière. Vous avez des grands-parents d'un coup. Ça vaut la peine d'aller étudier à l'université parce que vous avez le temps de vraiment mettre en exergue, mettre en route ce que vous aurez appris. Donc c'est un impact incroyable. Je me tourne vers vous. Vous êtes docteur, spécialiste du paludisme, un monde sans pandémie. Un monde sans pandémie. Je rappelle les 3 grandes pandémies, sida, tuberculose, paludisme. Est-il possible ? Peut-être qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour y arriver ? Ce qui manque, moi je dirais d'abord la recherche, parce que tout part de la connaissance de notre environnement, de la connaissance des pathogènes. Donc on a vu avec la Covid, on a eu la Covid en quelques années, en quelques mois, on a eu plus de 300 vaccins et des propositions de traitement. Le paludisme est une maladie tellement ancienne, presque aussi ancienne que l'humanité. Et on a 2 vaccins maintenant qui vont être déployés, donc, et une dizaine de vaccins candidats. Donc, il faut plus de scientifiques qui travaillent sur ces différentes maladies. Il faut plus d'investissement des pays endémiques aussi pour pouvoir combattre ces maladies. Nora Berra, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État à la santé. La crise de la Covid, on l'a mentionné là, a-t-elle permis d'accélérer la coopération entre les organismes aussi de recherche? On l'a dit, on a trouvé quand même des vaccins avec une rapidité extraordinaire, beaucoup plus rapidement que pour les 3 autres pandémies. Est-ce que c'est plutôt un bon signal pour la suite ?
La crise du Covid a ébranlé tous les systèmes sanitaires. Donc ça a été une déflagration à l'échelle mondiale. Et puis, je dirais que c'était un test grandeur nature pour le multilatéralisme. Et de ce point de vue, il a fallu trouver des ressorts, en tout cas des coopérations entre agences qui travaillaient peut-être de façon isolée sur les questions de santé, mais pas que. Quand je pense à l'UNICEF, ils se sont engagés, le Gavi, l'OMS bien sûr, qui a piloté tout ça. Dans l'urgence, tout le monde a joué son rôle. Il faut le dire, le Fonds mondial, tout le monde a joué son rôle. Et je crois qu'on peut effectivement se dire que, bon, heureusement, que les choses ont été prises en main. Mais est-ce que, pour autant, on tire un bilan positif de la gestion de la crise? Et c'est là, moi, où réside ma déception, parce que si chacun a bien fait dans son rôle, on a eu un manque de leadership politique, de gestion, en tout cas de pilotage des politiques multilatérales, car on a constaté quand même que, s'agissant par exemple des vaccins, avec le mécanisme COVAX, qui était censé mutualiser des fonds pour mieux répartir équitablement des vaccins à travers le monde, eh bien, tout le monde a signé, mais dans la réalité des choses, tout le monde s'est désengagé quelque part, puisque chacun, en tout cas les pays riches, ont préféré négocier en direct avec l'industrie pharmaceutique. Donc, quand on dit que la recherche a accéléré, il ne faut pas oublier que c'est de l'argent public qui a permis l'émergence, en tout cas la mise sur le marché des vaccins à vitesse, avec la vitesse que nous connaissons. Donc, l'argent public était là. 2, est-ce que pour autant la santé a été déclarée comme un bien public? Est-ce que le vaccin a été déclaré comme un bien public également? Donc c'est toutes ces questions qui restent encore pendantes. Je parlais du COVAX tout à l'heure, tout le monde a préféré négocier et finalement, quand les pays riches vaccinaient, premier rappel, deuxième rappel, éventuellement troisième, eh bien certains pays n'avaient toujours pas accès à la moindre dose. Donc c'est ça qui nous interroge, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine pandémie? Comment eh bien, on va essayer de mieux s'organiser pour ne pas être pris de court comme on l'a été, parce que les instances multilatérales étaient là, mais elles n'avaient pas appris à travailler ensemble. Et malheureusement, dans les mécanismes d'action, on a été confronté à des mécanismes très verticaux, en silo, avec une coordination, mais sans leadership affirmé, avec des prises de décision qui étaient lentes, lourdes, et qui n'allaient pas forcément aux populations jusqu'au dernier kilomètre, comme on l'entend. Comment ça a été vécu en Afrique, effectivement, ces traitements bilatéraux des économies du Nord développées qui sont allés voir directement les laboratoires et cette initiative COVAX qui, reste positif, n'est qu'un demi-succès, peut-être? Alors, je dirais, j'ai 2 casquettes. En tant que scientifique, cette Covid, la coopération internationale a été fantastique. Les scientifiques se sont parlé, ont partagé des protocoles qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, la communication a été vraiment boostée. Par contre, quand il s'agit du partage de la distribution des vaccins, on a bien vu la différence entre les pays plus nantis et les pays moins nantis. Mais pour l'Afrique CDC et l'OMS ont travaillé vraiment très bien, une très bonne coopération pour pouvoir avoir des doses de vaccins. Et j'ai beaucoup... je pense qu'on a un peu appris sur le continent africain parce qu'on ne va pas passer non plus notre temps à attendre justement que les grands donneurs s'organisent pour pouvoir nous envoyer des doses. Il faut que l'on ait des usines de fabrication de vaccins, de médicaments sur le continent. On s'est rendu compte qu'on était vraiment extrêmement pauvre dans le manufacturing. Donc là, c'est une des leçons tirées. Les outils de diagnostic, même pour déterminer la Covid, il fallait que les tests, les réactifs viennent du Nord. Donc on était extrêmement dépendants. Mais pendant... tous nos dirigeants se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir aller plus loin. J'espère que les leçons ont été tirées.
j'espère que maintenant, des mécanismes vont être mis en place pour pouvoir avancer. C'est un appel à la souveraineté régionale là, que vous faites donc. Absolument, absolument. Ça nécessitait des financements aussi du coup locaux. Absolument, et je n'ai jamais vu autant nos gouvernements mettre de l'argent pour la recherche et pour la santé. Fantastique. Peter Sens, vous avez publié en 2015 un rapport important qui tirait la sonnette d'alarme sur l'angle mort que représentaient les maladies infectieuses pour la sécurité mondiale. 5 ans plus tard, la crise de la Covid explosait. Quels sont aujourd'hui les nouveaux risques que vous voyez? On citait les problèmes de gouvernance mondiale. Est-ce qu'on est davantage préparé à une nouvelle crise aujourd'hui? Tout d'abord, bien sûr, j'ai relu ce que j'avais écrit en 2015 et le problème c'était que j'avais plus ou moins raison, avec d'autres bien sûr, mais on n'a pas été très bon pour convaincre les gens de vraiment faire attention à ce que nous disions. Lorsque je considère les risques aujourd'hui, je regarde la situation, je suis inquiet, je me pose la question, est-ce que peut-être on reproduit les mêmes erreurs, c'est-à-dire en se disant la prochaine crise va ressembler à la précédente. Donc, on regarde quel va être le nouveau virus, le nouveau Covid-19. Alors qu'en fait, lorsque je regarde le monde, je crois qu'on est déjà dans la prochaine crise de santé, mais c'est poussé par une combinaison du changement climatique qui change la géographie du paludisme plus rapidement qu'on ne le pensait, de conflits qui, malheureusement, c'est souvent dans exactement les mêmes endroits au travers du monde que la malaria, le changement climatique, et c'est là que les personnes les plus pauvres au monde habitent, et la dette également. Et il y a vraiment énormément, et c'est très inquiétant par rapport à la crise autour des droits de l'homme. Il semblerait qu'on ait perdu un peu l'esprit de solidarité mondiale qui a poussé à la création d'institutions multilatérales telles que le Fonds mondial, et on regarde le plus comment on peut détester l'autre, qu'il s'agisse de migrants, de gens d'une ethnie ou d'une religion différente de la nôtre. Et lorsqu'on ajoute tous ces facteurs les uns et les autres, et au final, vous n'avez pas vraiment besoin d'un nouveau virus pour créer une nouvelle crise sanitaire, parce que cela ne fait qu'ajouter des problèmes. Vous liez très nettement crise sanitaire avec transition ou lutte contre le réchauffement climatique. C'est un tout aujourd'hui. Ce message, on l'entend pas beaucoup finalement. On parle beaucoup des migrations, mais ce lien entre les deux n'est pas toujours évident. En un sens, c'est plus difficile d'organiser une réaction parce que avec le Covid-19, tout le monde, nous, on était très impliqués là-dedans, tout le monde s'est rassemblé, on savait quel était l'ennemi, tout le monde était mobilisé pour travailler de concert, mais lorsque vous avez une crise multidimensionnelle telle que celle qui est actuellement, il est en fait bien plus difficile de fédérer les gens, de les faire travailler ensemble. Vous avez ceux qui s'occupent de la santé, du changement climatique, d'autres, et tout le monde est dans son propre silo, mais en fait, ce sont les mêmes personnes qui souffrent, c'est les mêmes populations qui souffrent. Cette fatigue de l'aide qu'évoquait un de vos prédécesseurs, le professeur Michel Kazatchkine, elle est là, on la constate. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les parties prenantes, la société, l'opinion publique ? Alors, en effet, vous pointez, et Francine aussi, a beaucoup évoqué la question de la contribution des acteurs eux-mêmes. Je pense qu'il faut changer de paradigme, en fait, d'un paradigme vertical descendant vers quelque chose de plus contributif, relevant de la co-construction avec les acteurs eux-mêmes, parce qu'ils ont la connaissance des réalités locales et ils innovent aussi dans les réponses. Et je crains que pendant la pandémie, les décisions ont été là aussi prises d'en haut, pas suffisamment justement concertées avec les acteurs territoriaux, régionaux. Et donc chacun, en fait, a fait comme il a pu dans l'urgence. Aujourd'hui, comment on fait ? On est en pleine période de négociation pour un nouveau règlement sanitaire international. On est en train, parallèlement, de discuter d'un traité qui pourrait nous préparer aux futures pandémies. Mais tout ça
je dirais malheureusement, on est encore au point mort en fait. Il y a de belles déclarations d'intention, mais on n'est pas encore dans quelque chose dans la conjonction des synergies justement pour accoucher, en tout cas de nouveaux process, ou peut-être d'une nouvelle gouvernance, ou d'une nouvelle qui tienne davantage compte justement des territoires. Et je pense que puisque les contributeurs doivent être diversifiés. On parle des pays, on parle de la finance publique, mais il faut aussi engager les acteurs privés. Je crois que les acteurs privés ne peuvent pas dire on n'est pas concerné quand il s'agit d'élaborer des stratégies de santé, et puis quand il faut vendre des vaccins ou des médicaments, ils sont là pour récupérer finalement la donne. Donc non, il faut les impliquer en amont, non pas dans l'intérêt de leur business, dans l'intérêt de la santé vécue comme un droit fondamental et vécue comme un bien public. Et donc c'est comme ça en fait qu'on arrivera peut-être à aller vers des financements nouveaux, innovants, et puis des stratégies mieux adaptées partant des réalités locales, avec le souci, on parlait des futures pandémies, et Peter dit on est déjà au cœur en fait d'enjeux de santé. La nouvelle crise. Et ça c'est un véritable problème parce que on vient de vivre une pandémie mondiale, on attend la prochaine, et dans l'intervalle on fait quoi? Parce que finalement cette pandémie, elle nous a rendu compte que nous avions un problème de démographie de professionnels de santé, qu'on avait un problème d'accès aux soins au dernier kilomètre, d'infrastructures, de tests, de produits de santé, de production locale. Il faut absolument décentraliser aussi les productions et mettre en place les chaînes d'approvisionnement et tout ce qui permet justement à chaque individu, où qu'il soit, d'accéder à la santé. Et c'est vraiment, je crois qu'il faut partir de la santé comme un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, comme un bien public, comme le climat d'ailleurs. Mais le lien est évident entre climat et santé. La santé concentre aujourd'hui notre attention, mais si le climat change, s'il y a un réchauffement climatique, si on a des pathogènes émergents, si on a des conflits aussi, parce que raréfaction de l'eau, conflits, déplacement de population, eh bien évidemment tout ça met à mal la santé. Donc, pendant le Covid, la santé était un enjeu prioritaire et tout le monde s'est mobilisé. Pourquoi? Et les économies ont été fracassées. Donc, on s'est rendu compte que, mais si on n'est pas en bonne santé, on ne peut plus faire tourner l'économie. La machine ne tourne plus. Ne tourne plus. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus oublier. Et je crois qu'on assiste à une sorte d'amnésie collective qui a déjà oublié les enjeux de la santé dans ce monde globalisé, dans une économie où tous les États sont interdépendants quelque part. Je vous vois hocher de la tête, Dr Francine Ntoumi. On parlait de nouveaux pathogènes. Quelles sont aujourd'hui les maladies qui nécessitent une accélération des financements et de l'attention publique? On a parlé des 3 grandes maladies, sida, tuberculose. Y en a-t-il d'autres aujourd'hui? Je dirais, en Afrique, on parle beaucoup des maladies infectieuses, mais justement, les courbes sont en train de s'inverser et les maladies non transmissibles deviennent un problème, telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, qui sont une cause vraiment très importante de santé publique. Donc là aussi, il va falloir mettre des investissements importants pour pouvoir améliorer la santé des populations. On a fait le bilan, on a posé le diagnostic. Pour terminer, je voudrais partir sur des perspectives, mais peut-être nourries par un peu d'optimisme. Nora Berra, par exemple, les progrès de la science ont quand même fait des pas de géant. Je voudrais qu'on parle un peu d'innovation aussi et de ce qui a été réussi quand même vers l'avenir. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, les innovations ont été incalculables, en vérité, avec peu de moyens. Des solutions très frugales, en fait, qui ont émergé dans les territoires et dans les zones les plus, on va dire, reculées. Et je crois qu'il faut porter une attention particulière avec ça. Donc, moi, j'ai fondé une organisation, Union for Global Health, avec d'anciens ministres, et nous sommes justement à l'écoute de ces innovations pour essayer de les porter, de créer les conditions pour les développer, parce qu'elles vont servir, parce qu'elles sont pertinentes, parce qu'elles sont adaptées aux réalités, parce qu'elles répondent à un besoin de santé. Eh bien, il faut les accompagner et être à l'écoute justement des solutions locales et ne plus considérer comme la santé comme le fruit de programmes nationaux voilà, plus de transversalité, plus de coopération, plus d'engagement de la société civile
et en engageant aussi le secteur privé, parce qu'on sait très bien que sans financement, il n'y aura rien, on ne pourra pas aboutir à cet objectif. Et il faut, comme l'a dit Francine, c'est que les États consacrent davantage de leur richesse nationale aussi dans la santé. Je crois que ça, c'est important. L'autre levier que Francine a aussi dit, mais je veux le redire aussi, c'est la recherche. Parce que si on n'a pas de recueil de données, donc il faut de la robustesse, de la fiabilité dans des données qui nous permettent justement de porter un regard analytique de situation pour justement adapter les meilleures stratégies sanitaires en regard. Et si on ne fait pas ça, eh bien malheureusement, on n'aura pas compris l'enjeu en fait. Peter Stenz, même question. Est-ce que la recherche et l'innovation permettront d'atteindre les objectifs de développement durable en matière de santé d'ici 2030 ? Avec les outils que nous avons à notre disposition maintenant et ceux qui arrivent, avec la bonne volonté politique et les modèles de livraison dont vous venez de parler par rapport à ce qui a trait non seulement à la gouvernance, mais à la société civile, les communautés, le secteur privé, absolument nous pourrions atteindre les objectifs de 2030. Bien sûr, on pourrait toujours avoir des outils meilleurs encore, mais si je réfléchis par exemple à tout ce qui est tous les nouveaux les filets de sécurité, c'est 70 centimes par filet, ça c'est quelque chose de vraiment très fort pour ce qui a trait à la protection. Si on regarde la tuberculose, maintenant la tuberculose c'est la plus grande maladie infectieuse qui tue le plus de monde. Actuellement ça tue plus que le Covid, mais il a été pendant Covid-19 voilà, et on en voyait moins, mais maintenant ça revient vraiment. Maintenant l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé cette semaine qu'il y a plus de personnes testées et traitées pour la tuberculose que jamais auparavant. Donc quand les gens vraiment se focalisent dessus et se servent des outils qui sont développés, qui ont été développés et qu'on peut arriver à les livrer auprès des populations, parce que le problème qu'on n'a pas encore résolu, et il nous faut continuer à travailler là-dessus, c'est le manque d'équité par rapport à l'accès aux outils, aux médicaments, aux traitements entre les pays, mais également au sein même de pays. Il nous faut nous assurer que les plus pauvres, les plus vulnérables des communautés aient accès aux services de santé, aux produits de santé qu'il leur faut. Et c'est pour ça que les gouvernements jouent un rôle absolument crucial, bien sûr, à ce niveau-là, pour soutenir des institutions telles que le Fonds mondial, bien sûr depuis le début, mais dans les gouvernements dans chaque pays jouent un rôle critique, mais ce n'est pas suffisant simplement qu'il y ait des gouvernements. Les communautés doivent être impliquées, la société civile et le secteur privé. Qui est quand même la clé de ces ODD en 2030. Non, mais tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous parlez d'innovation. Je vois deux aspects dans l'innovation. Le paludisme, qui est une maladie qui nous intéresse au plus haut point. Il y a la génétique. Les manipulations génétiques des moustiques, qui sont un outil prometteur pour éradiquer cette maladie. Ça, c'est dans l'innovation. Mais il y a des techniques tout à fait intéressantes qui peuvent être injectées dans le pipeline. Mais comme l'a très bien dit Peterson, il y a des outils existants qui pourraient permettre d'avoir des résultats fantastiques s'ils sont mieux utilisés. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides, les pulvérisations. Donc, déjà, si les communautés sont bien informées, adhèrent aux outils existants, je vous assure que déjà, l'impact sera important sur cette maladie, sur le paludisme, de même sur la tuberculose. Là aussi, l'information, et donc je suis tout à fait à 100% d'accord, l'engagement des communautés. Ouais. C'est très important pour combattre déjà avec nos outils, avant d'aller chercher des outils beaucoup plus importants, bien qu'encore une fois, on ait besoin de ces outils. Et les financements privés, oui, mais les financements locaux, le secteur privé local, encore une fois, on ne peut pas tout attendre de la France, des États-Unis et de l'Allemagne. Il faut aussi que les pays endémiques mettent leur budget adéquat sur la table pour pouvoir contribuer efficacement.
Eh bien, merci pour cet optimisme de la volonté. Un dernier mot, Nora Béra, bien sûr. Puisque je suis très attachée au multilatéralisme comme nous trois, je dirais que le multilatéralisme peut être revigoré si les pays consentent à lâcher juste un peu de souveraineté, en fait. Pour que ça marche, il faut qu'on consente à jouer ensemble vers un objectif commun. Et c'est ça qui est difficile à opérer, en fait. Oui, les vents sont plutôt contraires en ce moment, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois, Peter Sens, Nora Béra, Francine Ntoumi, d'être venus. C'était passionnant. Restez avec nous. Nous continuons. Alors là, on a une petite vidéo qui va vous présenter un exemple de partenariat en santé au Vietnam avec le Center for Support Community Development Initiatives. Et ensuite, vous retrouvez une nouvelle table ronde avec mon confrère Olivier Bacusa et ses trois invités pour prolonger la discussion que nous avons entamée sur les bonnes pratiques en matière de coopération multilatérale. Justement, vous faites une transition parfaite avec la table suivante. Merci à tous les trois. Restez avec nous.